Dans cette capsule vidéo consacrée à la notion de complexité temporelle des algorithmes, nous allons effleurer le vaste sujet capital en informatique du temps mis par un algorithme pour réaliser une tâche donnée. Nous verrons que cette notion est essentielle, tellement la méthode d'écriture d'un algorithme, en particulier avec les boucles, peut multiplier les temps de traitement par des facteurs de plusieurs milliers. Certes, si nous possédons un nombre très limité de valeurs, cela n'a qu'une incidence restreinte, mais dès que nous devons manipuler des milliers de données, cela peut s'avérer difficile de se passer de cette étude de la complexité avant de passer à l'écriture de nos programmes. Allez, en route pour la découverte. Cette vidéo propose quelques exemples de code Python. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand cela vous est nécessaire, puis tapez dans votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Première partie de notre capsule, la notion de complexité. Nous allons découvrir ensemble ce qu'est en fait cette notion et ce qu'elle implique sur le temps de traitement de nos algorithmes. Le problème de la complexité temporelle, qui correspond au temps mis par le programme, est fondamental en informatique. Sur un petit exercice contenant seulement une vingtaine de valeurs, les ranger dans l'ordre croissant sera très rapide, quelle que soit la méthode. Mais s'il faut répéter cela des milliers de fois ou que la taille de votre liste est 100 000 valeurs, la qualité de l'algorithme est extrêmement importante. Entre l'algorithme le plus performant et le moins performant, nous pouvons passer d'un écart de 15 fois meilleur pour 20 valeurs à plus de 10 000 fois pour 50 000 valeurs, en prenant les deux extrêmes, le moins rapide au plus rapide. Nous ne nous intéresserons pas ici à la complexité spatiale, c'est-à-dire la place occupée sur le disque pour traiter un problème donné, qui aura également une importance capitale dans le temps de traitement, puisqu'il s'agira de déplacer en fait des données sur notre disque et donc d'utiliser des parties mémoire différentes. Par défaut, le mot complexité ici sous-entendra la complexité temporelle. Pour évaluer la complexité d'un algorithme, on calcule le nombre d'étapes, les comparaisons, les calculs, les affectations nécessaires pour n données. Par exemple, si vous avez une liste ici, à la ligne 9, et que vous devez en fait itérer pour afficher l'ensemble des éléments de la liste, à la ligne 11, vous utilisez une boucle for element in list, à ce moment-là, vous aurez n, ici 6, étapes pour cette boucle, puisqu'à chaque passage, il faut affecter la variable à élément. On va piocher dans liste et on affecte élément d'une valeur. Ensuite, si nous devons utiliser élément, il faudra à nouveau compter le nombre d'étapes. Par exemple, pour afficher toutes les valeurs d'un tableau, on lit chaque valeur une fois. Il y a donc n étapes. On dit que l'algorithme est d'ordre n. Et on le note grand O de petit n, selon la notation mathématique utilisée. C'est une notation qui porte un nom, c'est la notation dite de Landau. Plusieurs cas simples peuvent se présenter pour traiter n valeurs dans un algorithme. Par exemple, si dans un algorithme il vous faut 4n plus 2 étapes, l'équation est affine. On retiendra que l'ordre de grandeur est petit n. En effet, les plus 2 pour un n très important ne sera pas forcément capital et nous allons comparer que les ordres de grandeur. On notera donc notre complexité grand O de n et on parlera de complexité linéaire cette fois-ci. On ne retiendra juste que l'ordre de grandeur. Est-ce qu'il s'agit de n, d'un logarithme de n au carré, de factoriel n, etc. etc. S'il vous faut maintenant n au carré plus 3 étapes, l'ordre de grandeur sera n au carré, et on notera notre complexité grand O de n au carré. On parlera alors de complexité quadratique. Lorsque l'on réalise un algorithme, on doit alors évaluer sa performance grâce à sa complexité, en la déterminant dans le meilleur des cas, le cas moyen et le pire des cas. Ce qui nous intéressera ici, ce sera le pire des cas, puisque de toute façon, une fois qu'on aura cet aspect-là, on pourra comparer nos algorithmes. On ne sait jamais à l'avance quel cas on va avoir, cela dépendra souvent des valeurs de départ. Si le calcul d'une complexité nous amène à un ordre de grandeur de 4n au carré plus 3n plus 1, on dira que la complexité est d'ordre O n au carré. Donc nous gardons le terme prépondérant, il s'agit ici d'une complexité quadratique. Vous voyez bien que par exemple pour n égale 10 000, si vous passez n au carré, vous aurez 10 puissance
8, alors que notre 3n restera à 10 puissance 4, donc sera bien négligeable devant notre 4n au carré. Donc nous gardons le terme prépondérant qui correspond toujours à la puissance la plus élevée, éventuellement à l'exponentielle, le logarithme ou autre, on verra suivant les cas. Dans le cas d'un tri, il faudra prouver mathématiquement la meilleure complexité atteignable afin de comparer facilement les différents algorithmes possibles. Voici une représentation possible de l'évaluation de la complexité en fonction de l'ordre. Nous verrons que mathématiquement, il est très rare d'avoir autre chose de plus petit qu'un ordre en logarithme de n. Donc nous considérons que cet état est bon, voire excellent pour l'ordre 1, mais ça n'arrive quasiment jamais puisqu'il ne faudrait pas avoir de boucle, par exemple. Ensuite, nous avons une zone qui correspond à quelque chose de considéré comme mauvais, mais parfois en fait correspond à un optimum et nous ne pouvons pas descendre en dessous, qui correspond au n log de n, donc toujours notre logarithme népérien ici qui est utilisé. Cela correspondra aux meilleurs algorithmes de tri. Puis nous avons ensuite ce qui est considéré comme mauvais, voire horrible par les informaticiens, qui correspond en fait à la complexité quadratique ou bien au-delà en fait, les puissances, les factoriels, etc. Donc nous avons ici une représentation globale. L'objectif étant d'être le plus petit possible, ça vous le comprenez assez bien, puisque nous aurons un temps de traitement qui sera le plus faible possible. Voyons maintenant sur quelques exemples comment calculer la complexité d'un algorithme. Nous allons débuter par la recherche d'un maximum dans une liste donnée. En début d'année, nous avons déjà réalisé cet exercice de recherche d'un maximum dans une liste. L'algorithme est extrêmement simple. Nous initialisons le maximum à l'élément 0 de la liste. Puis ensuite, pour tous les éléments de la liste à partir du deuxième, si l'élément est plus grand que le maximum, eh bien nous avons trouvé un nouveau maximum et nous mettons maximum à la valeur de cet élément. Et enfin, une fois que cette boucle est réalisée, nous affichons le maximum. Nous allons déterminer la complexité de l'algorithme en calculant le nombre exact d'étapes dans le meilleur des cas et dans le pire des cas. Nous allons utiliser une méthode très simple, on va dire à la main, et pas en fait une méthode extrêmement théorique et mathématique. Nous reprenons donc notre algorithme et nous calculons le nombre d'étapes dans le pire et le meilleur des cas. Donc l'initialisation du maximum à l'élément 0 de la liste sera toujours en fait une seule étape. Nous ajoutons en fait un élément dans une variable, à la fois dans le pire et dans le meilleur des cas. Ensuite, pour tous les éléments de la liste à partir du deuxième, nous avons donc n-1 étapes. Nous allons donc voir ici que nous avons une boucle for. Il va falloir initialiser donc la valeur du for à chaque passage. Donc nous avons une étape, n-1 étape pour initialiser cette variable. Et ensuite, nous avons une structure conditionnelle. Si l'élément est plus grand, nous allons devoir tester systématiquement, donc toujours n-1 étape, l'élément avec le maximum précédent. Ici, pire ou meilleur des cas, cela ne change pas, il faut tester. En revanche, là où il y aura une différence, c'est mettre le maximum à la valeur de l'élément. Si nous avons en fait le maximum en première position, nous n'allons jamais passer en fait dans la structure de notre if et mettre ce maximum à cette valeur. En revanche, dans le pire des cas, le maximum est à la fin et la liste en fait est déjà triée par ordre croissant. Donc à chaque étape, nous devons passer ici et changer notre maximum. Nous avons n-1 étape. Donc la différence, elle est sur cet élément. Ensuite, afficher le maximum correspond à une étape. Il faut récupérer en fait le contenu de la variable pour l'envoyer sur l'écran. Globalement, notre total est de 3n moins une étape dans le pire des cas et de 2n étapes dans le meilleur des cas. Ici, nous avons donc une complexité linéaire d'ordre n, donc O de grand N avec la notation de Landau, dans les deux cas. Ce n'est pas le facteur 2 et 3 qui va influencer beaucoup en fait la structure de notre algorithme et le temps mis pour le réaliser. Il faut imaginer ici que nous avons des milliers voire des dizaines de milliers de valeurs et donc l'écart sera minime entre 2 et 3n. En programmant en Python cet algorithme, eh bien, nous initialisons notre liste à la ligne 14 et ensuite nous commençons à la ligne 16 à affecter notre variable maximum par liste de 0, le premier élément de notre liste. Nous avons ensuite notre boucle pour tous les éléments à partir du deuxième, donc nous faisons un for i in range de 1, la longueur de la liste. Ici, vous voyez que le len de liste déjà correspond en fait à une affectation.
Nous n'avons pas comptabilisé en fait une étape de plus ici, c'est les unités en fait importent peu dans l'évaluation de la complexité temporelle, mais nous avons ici réellement en fait une affectation. Le len va nous utiliser au minimum une étape et nous allons devoir la mémoriser pour notre range. Ensuite, nous vérifions à chaque fois si notre nouveau maximum est atteint et nous affectons en fait la valeur du nouveau maximum si celui-ci est atteint. L'évaluation théorique de la complexité donne le bon ordre de grandeur quel que soit le langage utilisé. Cependant, si vous ajoutez une nouvelle affectation, utilisez une variable de plus, un petit écart lors du calcul du nombre d'étapes peut arriver. Mais, mémorisez bien cela, seul l'ordre de grandeur compte. Deuxième exemple, la recherche d'une valeur dans une liste donnée. Nous allons donc reprendre l'algorithme vu en début d'année. Cet algorithme vu en début d'année est également très simple. Il s'agit en fait de prendre une liste et d'avoir une valeur à chercher dans cette liste et de renvoyer vrai ou faux en fonction du résultat. Donc l'algorithme s'écrit simplement, nous prenons la valeur à trouver, nous initialisons en fait trouver à faux, par défaut nous considérons ne pas avoir trouvé cette valeur, puis ensuite pour tous les éléments de la liste, si l'élément correspond à la valeur, alors nous affectons à nouveau trouver égale vrai. Nous pourrions améliorer l'algorithme ici pour arrêter la recherche si nous trouvions une fois la valeur. Il peut y avoir dans certaines listes plusieurs fois la même valeur, mais nous allons prendre l'algorithme minimal. Ensuite, nous affichons notre résultat. Nous allons donc déterminer maintenant la complexité de l'algorithme en calculant le nombre exact d'étapes dans le meilleur des cas et dans le pire des cas. Pour calculer le nombre d'étapes dans le pire et dans le meilleur des cas, nous reprenons notre algorithme et nous le décomposons par étapes. L'initialisation tout d'abord de la variable trouvée à faux nous prend systématiquement une étape quelle que soit la solution retenue. Puis pour tous les éléments de notre liste, nous avons ici une boucle for, une for element in list par exemple. Nous avons donc n étapes pour affecter element par sa valeur. Nous avons une structure conditionnelle. Si l'élément est égal à la valeur, nous allons tester quelle que soit la solution, le pire ou le meilleur des cas, en fait, systématiquement, cette condition booléenne. Nous avons donc à nouveau n étapes. En revanche, ce qui change, c'est avons-nous trouvé ou pas cette valeur. Si nous n'avons pas trouvé cette valeur, nous allons donc jamais passer sur l'affectation de trouver à vrai, et donc ce sera le meilleur des cas, nous avons 0 étape. En revanche, dans l'autre cas, avec l'algorithme que nous avons choisi, il y aura peut-être d'autres algorithmes qui donneront des solutions différentes, mais ici, nous avons n étapes. À chaque fois, nous considérons une liste où vous avez systématiquement la même valeur et que cette valeur correspond à la valeur à chercher. Nous avons donc n étapes. Enfin, nous allons afficher trouver, donc cela nous prendra une étape. Au total, nous avons donc 3n plus 2 étapes dans le pire des cas et 2n plus 2 étapes dans le meilleur des cas. En conclusion, notre complexité est systématiquement ici d'ordre n, donc une complexité linéaire. La programmation en Python de notre algorithme sera relativement simple. Imaginons donc notre liste déterminée à la ligne 27 et notre valeur à chercher à la ligne 28. Nous initialisons tout d'abord à faux notre variable trouvée, puis dans notre boucle for element in list, nous allons boucler pour tous les éléments de notre liste et vérifier à la ligne 34 si la valeur est réellement trouvée, puis affecter, en cas de succès de notre recherche, trouver à true. Bien sûr, nous afficherons le résultat à la ligne 38. L'écriture de l'algorithme n'est pas ici optimum. On pourrait s'arrêter dès la première valeur trouvée rencontrée ou condenser la ligne 34 et 36 en une seule et même ligne. Mais dans tous les cas, la complexité sera linéaire puisque nous avons ici finalement une boucle for. Il faut bien comprendre que notre boucle for nous amènera sur une liste de n éléments à peu près systématiquement une complexité linéaire. A contrario, si vous imbriquez deux boucles for l'une dans l'autre et que chacune de ces boucles en fait correspond à la même liste de n éléments, vous aurez là encore une complexité systématiquement quadratique puisque vous allez avoir n fois n. À chaque élément initial, vous rebouclez une deuxième fois sur n, donc vous aurez une complexité quadratique. Donc il faudra identifier systématiquement vos complexités en regardant l'écriture de vos boucles. C'est à vous.
Vous venez de découvrir la notion de complexité temporelle en algorithmique. Vous pouvez maintenant reprendre le code Python présenté dans cette capsule pour l'adapter à vos projets. En particulier, je vous encourage à retrouver les premiers exemples de boucles du début de l'année pour calculer la complexité et voir si vos algorithmes sont d'ordre linéaire ou quadratique. Petit exercice pour terminer, je vous demande d'étudier la complexité d'un second algorithme de recherche d'une valeur dans une liste prédéterminée et programmer cet algorithme en Python. L'algorithme est ici présenté. Vous allez en fait bien sûr récupérer la valeur et la liste dans laquelle vous allez chercher cette valeur, initialiser votre variable trouver à faux, initialiser un indice, cette fois-ci l'indice dans lequel on a trouvé la valeur, et utiliser une boucle tant que, c'est-à-dire une boucle while, pour déterminer en fait si cet élément est présent dans la liste. Je vous laisse chercher. Pour aller plus loin, je vous conseille ces deux sites. Vous pourrez ainsi vous documenter sur cette notion et ses aspects parfois très mathématiques. Il est essentiel que vous soyez au point sur ces aspects lorsque nous allons étudier dans les prochaines capsules la notion de tri de données. Mais avant cela, entraînez-vous un peu. Bon courage!